Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à ce rendez-vous, à cette émission. Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Tous les mercredis à 13 h. Eh bien, nous avons le plaisir d'être à Rabat cette fois, au Salon du Livre, de l'édition et du livre qui se tient cette fois exceptionnellement à Rabat avec plusieurs invités, notamment Nadia Bourras. Bonjour Nadia. Vous venez des Pays-Bas, vous avez publié un livre, Une école à part, histoire d'une école arabe à Amsterdam. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous avons également avec nous Hajar Hazel. Bonjour Hajar. Bonjour. Vous venez de la région parisienne, de Paris, et vous avez édité en 2021 un roman, L'envers de l'été. Édition Gallimard, merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Nous sommes d'ailleurs au sein du stand du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Driss Yazami. Bonjour Driss. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir ici. Et enfin, last but not least, Fatiha Saidi qui vient de Bruxelles, c'est bien ça, en Belgique. Bonjour Fatiha. Bonjour Mohamed, merci pour votre invitation. Merci. Et donc vous avez publié récemment un livre sur le Rif, votre région d'origine ou la région de vos parents, Écho de la mémoire sur les montagnes du Rif, qui rend un hommage à vos aïeux. Alors nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, plutôt avec Monsieur Yazami. Tout simplement parce que nous allons essayer d'abord d'aborder cette édition spéciale, puisqu'on est au sein de votre stand. Le CCME a choisi pour cette édition du Salon du Livre de mettre en avant, de braquer les projecteurs sur des écrivaines, des écrivains. Racontez-nous un petit peu comment a mûri cette idée et pourquoi justement ce focus sur la littérature de l'immigration, pourrait-on dire. Écoutez, vous savez, il y a une petite anecdote que je raconte souvent ces jours-ci. En 1955, Driss Shraibi avait publié Les Boucs, oui, qui est un des plus grands romans sur l'immigration. Il avait publié en 1955 à Paris. Et la publication avait fait beaucoup de bruit. Et il a été traduit en arabe l'année dernière, en 2021, par le Fennec, et ce qui est une très très belle chose. Donc il a fallu attendre 65 ans pour que cette œuvre revienne d'une certaine manière au Maroc. Je pense qu'il faut éviter ce genre de problème et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter des romanciers et des romancières de tous les pays d'immigration, ce qui révèle la mondialisation, oui, de cette immigration. Beaucoup de femmes parmi ces romanciers et en même temps pour essayer de découvrir, parce qu'ils écrivent aujourd'hui, les Marocains du monde ou les écrivains d'ascendance marocaine écrivent dans toutes les langues du monde, oui, en flamand, en néerlandais, en catalan, en castillan, en italien, en anglais. Et donc ces bruits, ces langues du monde qu'on a envie d'entendre. Alors un programme riche et varié, il y a à la fois des conférences au sein du Salon du Livre. Absolument. Des conférences qui sont en partenariat avec des universités dans d'autres villes. 3 universités. Alors ces conférences, quel est l'objet? Écoutez, Fatiha Saidi a participé hier à la rencontre de Fès. Elle est mieux, j'y étais pas, mais donc elle pourra en parler. Oui, mais l'idée, c'est d'aller à la rencontre du public. Il y a une partie du public qui n'a ni les moyens ni parfois le temps, oui, de venir au salon. Donc l'idée c'est d'aller vers eux et donc il y a dans les universités, 3 universités, Agadir, Aït Melloul, Fès et Knetra. On est aussi au Café Renaissance à Rabat, oui, tous les jours avec plein d'activités. Et il y a même des projections de documentaires, oui, voilà ce que de films magnifiques, absolument. Là aussi c'est le cinéma d'auteurs marocains à l'étranger ou d'ascendance marocaine. C'est-à-dire c'est le regard, c'est-à-dire que le documentaire est une manière aussi de parler de cette immigration. Il y a simplement, si vous permettez, un des documentaires que j'ai pu voir dans la maison de Karima Saidi, qui est l'homonyme de Fatiha, et c'est, à mon avis, c'est un des plus beaux documentaires que j'ai vu sur la migration. Oui. J'espère que les Marocains et les Marocaines pourront le voir. Pourront le découvrir au cinéma La Renaissance. Alors justement, que nous dit ces autrices, ces auteurs, ces documentaires, ces livres, cette littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit à la fois de l'émigration du point de vue du Maroc et du Maroc aussi?
À mon avis, il y a une idée qui court, me semble-t-il, hein, d'après ce que j'ai pu entendre. J'ai pas lu ces romans, mais loin de là. Mais il y a une idée, une idée, c'est que c'est des romans qui sont enracinés dans les pays de naissance. De naissance. Ils sont enracinés dans l'imaginaire, dans la tradition littéraire de ces pays. Mais il y a en même temps une sorte de coloration, de parfum, qui est celui de la terre d'origine, de la relation avec la mère, avec les parents. Il y a parfois qui sont des relations parfois faciles, mais parfois très très difficiles. La notion du lien familial, mais aussi du lien, on va en parler tout à l'heure avec les autrices, mais aussi du lien avec la terre d'origine des parents. Des aïeux. Oui, des aïeux. Mais en même temps, il y a aussi des problématiques dures de discrimination, de rejet. Et il y a surtout, à mon avis, qui est une idée essentielle, c'est qu'il y a un refus de l'assignation à l'écriture de l'immigration ou à la littérature de l'immigration. Il faut qu'on entende la subjectivité de chacun de ces auteurs et autrices. Chacun est particulier, chacun est singulier, il parle d'un collectif, mais il parle aussi de son itinéraire, de son cheminement. Cheminement individuel. D'ailleurs, il y a des romans, il y a des fictions, des essais de la part d'auteurs marocains vivant en Europe ou d'ascendance marocaine. Et effectivement, les thématiques sont très larges et parfois il n'y a aucun rapport avec le Maroc. Ça prouve justement cette richesse et ce parcours individuel. Mais il y a pratiquement jamais de rapport avec le Maroc comme on pourrait s'y attendre. Mais le Maroc est là. Il est dans la subjectivité, mais chacun à sa manière. Oui. Parfois, c'est des rapports difficiles. Par exemple, hier, par exemple, on a eu un débat et on a eu après un dîner avec les amis des Pays-Bas. Nadia pourra en parler. Il y a un roman où il y a un rapport très dur avec le père. Et c'est ça qui m'a touché le plus. C'est comment un auteur dédie le livre à un père avec lequel il a eu beaucoup de conflits. Et la dédicace, parce que ce roman a été traduit en français, est d'une beauté extraordinaire. Oui, ça marque évidemment, c'est beaucoup chargé d'émotions. Le CCME n'a pas attendu ce salon du livre à Rabat pour éditer des livres. Comment vous est venu ce projet de participer avec, je crois, avec des éditeurs marocains, de participer à la production, voire même à la traduction d'œuvres littéraires issues de cette émigration marocaine? Il y a deux grands moyens pour connaître et pour se rapprocher de la migration. Un, les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Et deux, la fiction, l'imaginaire. Et parfois un imaginaire, un livre, un chapitre peut dire beaucoup plus que parfois une thèse de doctorat. Donc il faut que, d'une certaine manière, on engage un grand chantier de la traduction pour que ces œuvres reviennent le plus tôt possible et enrichissent l'imaginaire et la production qui se fait au Maroc même. Alors, vous l'avez dit un petit peu dans vos réponses, il y avait dans l'histoire de cette production littéraire au sein de l'émigration marocaine, il y a des grands auteurs qu'on ne présente plus, Shraibi, Khaireddine, etc. Et là, en fait, on a une nouvelle génération qui s'est transformée, cette nouvelle génération d'auteurs et d'autrices, puisque justement, on a la chance d'avoir 3 autrices, cette nouvelle génération qui s'est féminisée, c'est une génération aussi qui est très souvent née là-bas, qui est enraciné là-bas. Est-ce que cette évolution, enfin, qu'est-ce que dit aussi cette évolution de cette émigration marocaine? Écoutez, là, on publie un livre collectif comme hommage à Idriss Shraibi, Khaireddine, Leftah et Mouamar El-Maleh. Et il y a en ce moment d'ailleurs un mouvement de publication à nouveau de leurs œuvres. La Fondation Edmond Amr El-Maleh a publié 4 livres. La Croisée des Chemins a publié aussi 6 livres de Leftah. Il y a donc un effort de redécouverte. À mon avis, on verra ce que le dialogue entre les nouvelles générations et les anciens donnera. Mais si vous voulez, ça dépendra aussi des dynamiques, des alchimies qui vont se faire. Alors, dernière question.
pour une maison de l'histoire du Maroc, c'est un ouvrage qui défend la création de la maison de l'histoire du Maroc, afin d'appuyer une recherche dynamique dans le domaine de l'histoire multiséculaire du pays. Il est prévu que cette dimension de l'histoire des migrations bénéficiera d'un intérêt particulier. Alors où en est ce projet? Écoutez, on est dans la phase de la préfiguration avec l'Académie du Royaume. L'idée, c'est de réfléchir un peu sur comment ça peut être ce projet, où est-ce qu'il peut être, quel est le budget nécessaire, quel est le récit qu'on va raconter. Mais ce qui est certain, on en a parlé notamment avec Nadia Bourras, qui est historienne de métier, c'est qu'avant la fin de l'année, on avait aussi parlé avec d'autres chercheurs marocaines comme Nouria Wali, Fatiha Belmadani, Shadi Arab. Il y a deux dimensions sur lesquelles je voudrais insister dans ce projet. Un, il faut que l'histoire des femmes marocaines soit là. Oui. Mais pas simplement à travers des personnages, de grands personnages, mais l'histoire des femmes. Et deux, l'histoire de la migration, des mobilités sortantes et entrantes. Aussi les gens qui sont venus au Maroc. Et on fera par des colloques, des séminaires, voir comment traiter cela avec les concernés. Et déjà, ce qui est certain, c'est que la littérature de la migration fera partie intégrante du récit qu'on pourra écouter, entendre dans cette maison. Merci beaucoup, Drissi Azami. Merci infiniment. Alors, justement, vous avez cité Nadia Bourras, et on va commencer par le commencement d'une certaine manière. Alors, Monsieur Azami a dit, vous êtes historienne, donc vous avez travaillé sur cette histoire de l'immigration marocaine. Vous êtes notamment à Amsterdam, aux Pays-Bas, et votre ouvrage pourquoi je parle de commencement, votre ouvrage parle de l'enfance. C'est centré sur une école. Alors pourquoi cette histoire particulière d'une école à Amsterdam vous a marqué et vous avez voulu justement poser votre récit autour de l'histoire de cette école? Oui, je suis historienne. Je travaille à l'université de Leiden. Et je fais de la recherche sur la migration marocaine, sur l'histoire du Maroc. Et au début, j'écris plusieurs livres sur la migration marocaine, sur la première génération. Oui. Et j'avais envie de parler un peu de la deuxième génération. Et l'histoire de l'école arabe Amsterdam est vraiment une manière excellente de raconter l'histoire de la deuxième génération. Parce que cette école est fondée en 1971 par un pasteur chrétien, Boyton, qui avait l'idée de commencer une école pour les enfants, pour les jeunes marocains aux Pays-Bas, les filles et les comment on dit en français? Let's say, well, l'école était basée sur l'idée chrétienne de charité, mais aussi de respect de la culture marocaine. Voilà. Et au début, la formation était en français et en arabe. D'accord. Français et en arabe, parce que l'idée était, ils sont ici, cette migration est temporaire, oui. Donc ils retournent au Maroc. Et c'est pour cela, voilà, de se réintégrer. Exactement. S'ils retournent au Maroc. Exactement. Et après quelques années, la formation était en arabe et en néerlandais. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a une transformation déjà, c'est-à-dire qu'on abandonne le français et on passe au néerlandais. Ouais. Est-ce que c'est dans la logique de cette prise de conscience que finalement, cette immigration et notamment ces enfants sont là pour rester? Oui. اكزاكتومون باش نكمل بالدارجه المهم تعلمنا نقراو ونكتبوا بالعربيه وكانت واحد الفورماسيون زعما دي كاليتي تري او vous avez étudié dans cette école? Oui, exactement. حيتاش بزاف ديال المغاربه في المغرب الجاليه المغربيه كانت عندها فكره واخا حنا غنبقاو في هولندا غنكونوا في هولندا في مجتمع هولندي خصنا
في نفس الوقت خصنا نشدو في لا كولتور ديالنا والثقافه المغربيه. دونك كانوا هاد الاساتذه كانوا ريكروتي او ماروك وجاو لهولندا باش يقريو ولاد المغاربه العربيه وكنا كنقراو كما الدراري تيقراو في المغرب. واحد الفورماسيون زعما. ولكن هاد لا فورماسيون سيتي en dehors de l'école néerlandaise? Non. Ou bien c'était une école à part entière? Exactement. Donc il y a les cours comme n'importe quelle école et en plus les cours بالعربية. Voilà. كنا تنقراو الهولندية ولكن في نفس الوقت كنا كل نهار الساعة ديال العربية. كنا تنقراو اللغة ولكن حتى جغرافيات تاريخ المغرب اي تو سا. دونك تعلمنا واحد المهم نشدو في الثقافة ديالنا المغربية. وفي نفس الوقت كنا اطفال هولنديين. كنا في المجتمع المغربي. D'une certaine manière, ce projet rassurait les parents parce que les parents aussi avaient peur que leurs enfants perdent cette identité marocaine et la culture marocaine et se disent nos enfants en fait ne seront plus marocains et ce serait d'une certaine manière quelque chose de considéré comme honteux. Quand on va retourner pendant les vacances au pays, ton enfant ne parle pas l'arabe, ton enfant, ou le rifin, ton enfant ne connaît pas la culture, ton enfant ne peut pas revivre au Maroc. Et donc pour eux c'était une manière de s'intégrer mais en douceur puisque l'école, il y avait à la fois le côté néerlandais et le côté marocain. Voilà, c'est ça, exactement. Très belle histoire, ça nous a permis justement de revenir vers cette enfance alors ceux qui n'ont pas forcément connu une école de ce type-là ont connu au moins les cours, c'est pour ça que j'ai posé la question. Par exemple en France, même en Belgique, il y avait des cours d'arabe qui étaient à l'extérieur, qui étaient faits à l'extérieur ou en tout cas en complément de l'école française ou belge ou d'autres pays. Alors on va continuer justement un petit peu ce fil pour l'instant avec Hajar Hazel qui dans son roman L'envers de l'été. Alors l'été, ça évoque beaucoup de choses pour la diaspora marocaine et notamment pour les nouvelles générations. C'est synonyme des vacances au bled, comme on dit, des vacances au Maroc, très souvent dans la région d'origine, tout en haut dans la montagne, ou bien très très loin dans le désert, et parfois dans les villes, mais en tout cas beaucoup dans la campagne, très souvent dans la campagne. Et donc c'est à la fois des souvenirs merveilleux, parfois aussi des souvenirs douloureux, difficiles, parce que les conditions sont très différentes de la vie en Europe. Ce roman, pourquoi ce roman alors que je crois vous n'avez pas vécu ça d'une certaine manière, puisque vous êtes à Paris, mais c'est une émigration récente. Alors pourquoi ce roman? Eh ben, en fait, effectivement, ce que tu décrivais sur ce côté très sensoriel du retour au bled, a fortiori aussi à l'époque où les avions étaient chers et donc en fait tout le monde y allait en voiture. Moi, je l'ai connu quand j'étais enfant sur les plages de Tanger, puisque ma famille paternelle est de Tanger. Et c'est vrai que j'étais fascinée par ce déferlement de plaques d'immatriculation de Marocains avec des accents de plein de pays différents. Et à l'époque, déjà sur les plages de Tanger, en fait, je discutais avec des Français, avec des Français, des Belges d'origine marocaine. Et moi, à l'époque, je voulais partir. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi il y avait cette nostalgie aussi forte de ce pays, etc. Parce que je ne me rendais pas compte de plein de choses dont on ne peut pas se rendre compte quand on habite à un endroit où on ne regarde pas tous les jours sa maison, on ne regarde pas tous les jours le ciel, on regarde pas... Et en fait, moi, le point de départ, ça a été donc... moi, j'ai grandi au Maroc, à Ferbat, et après, je suis partie après le bac. Et donc, j'ai commencé ce récit exactement 10 ans après mon premier jour d'arrivée en France, parce que je commençais à me rendre compte que je commençais à avoir ce regard de ce qu'on appelait à l'époque Zmagria, qui était ce terme difficile aussi, dur, parfois vis-à-vis des Marocains du monde. Et je me rendais compte que je pouvais comprendre en fait ce regard qu'ils pouvaient avoir ces étés à regarder des détails que nous on ne regardait pas. Et en même temps, comme j'avais encore le regard de là-bas, je me suis dit il y a une urgence à écrire ce roman parce que peut-être que j'aurais plus jamais le regard aussi d'une gamine qui sur les plages de Tanger se demande ce que viennent chercher tous ces gens en fait qu'elle ne voit pas. C'est ce double regard. Oui, c'était un peu comme une fulgurance, c'est-à-dire que d'un seul coup on se rend compte de quelque chose, on prend conscience d'un vécu. Et on a envie tout de suite de coucher sur papier pour raconter
ou en tout cas retranscrire un petit peu ce vécu qu'on a réussi à palper et qui n'était pas forcément compréhensible quand on ne l'a pas vécu d'une certaine manière. Exactement. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le biais de la fiction. Je ne voulais pas raconter mon histoire, donc j'essaie de me mettre à la place de plusieurs personnages, des personnages féminins, qui sont de chaque côté de la Méditerranée. Alors, je ne situe pas, j'ai voulu ancrer aussi le récit dans une histoire vraiment méditerranéenne, parce que je trouve que on nous enlève parfois cette Méditerranée, on nous ramène à quelque chose de forcément maghrébin, etc. Moi, duquel je suis extrêmement fière, mais j'avais aussi envie, finalement, que la question de la géographie ou de la politique ou de la sociologie soit pas la question. La question soit une question intime. Comment en fait le regard des vacanciers et le regard des locaux disent une vérité sur un lieu. Et ce lieu, moi je l'ai inventé, il s'appelle Tefl. Tefl en arabe veut dire l'enfant. Et en fait ça raconte aussi finalement le lien avec cette enfance qu'on a tous. Et il y a des territoires qui nous marquent, notamment ceux de l'enfance. Et en fait toute mon histoire c'est de raconter l'envers, c'est-à-dire à quel point, à un moment, il faut aussi que ces mythologies, la mythologie de la terre des origines, la mythologie de l'été, elles passent au réel. C'est-à-dire que, non pas qu'on les annule, mais simplement qu'on accepte de les voir d'une manière plus saine. Et c'est la trajectoire de mon personnage principal qui va avoir une quête de compréhension. C'est-à-dire qu'elle a passé des étés, sa grand-mère décède, la maison familiale va être vendue, et elle voit les fissures, elle se rend compte qu'on ne lui a pas dit plein de choses sur l'héritage, pourquoi sa tante n'a pas une part de l'héritage, pourquoi sa cousine s'est éloignée, pourquoi son père et sa tante ne se parlent plus. Et elle va avoir finalement une quête de synthèse entre deux cultures, entre la culture... D'un certain côté, il y a une sorte de... elle ouvre les yeux sur une réalité, elle lève le voile sur une réalité, alors que jusqu'ici, c'était que du bonheur. En fait, elle passe, d'une certaine manière, elle passe aussi à l'âge adulte. C'est-à-dire, elle passe à l'âge adulte et elle passe aux problématiques qu'on connaît quand on est adulte, parfois même déjà quand on est enfant. Et donc, il y a cette innocence peut-être aussi d'un certain côté qui est perdue. Exactement, en fait, c'est précisément, en fait, il y a cette question-là du passage d'un territoire à un autre, de l'enfance à l'âge adulte. C'est vraiment un roman de l'entre-deux. Il y a vraiment les deux entités spatiales et temporelles qui se mélangent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de raconter ça à travers plusieurs générations. C'est-à-dire que cette maison qui va être vendue, d'abord, vont être en proie à sa gestion, son père et sa tante, qui, eux, ont des problématiques matérielles. Il y a vraiment cette dureté de la grand-mère à peine décédée qu'on doit... Voilà, l'urgence. Mais en fait, donc il y a cette problématique-là, et la génération du coup, qui est la mienne aussi, et donc du personnage principal, elles sont en proie à des problématiques mémorielles. De qu'est-ce que je vais garder de ce lieu, maintenant qu'il va disparaître, quel est mon lien avec ce lieu, et c'est vraiment une quête de la compréhension. Et puis, dernier aspect, c'est un aspect un peu plus intertextuel. En fait, c'est un lien avec les textes de Camus, donc les très connus textes de Noces et l'été, où il parle de Tipaza, il parle de Oran, etc. Et moi, j'ai lu ces textes qui m'ont bouleversée. Camus a 23 ans, c'est des textes très très jeunes encore dans le regard. Et en même temps, dans ces textes-là, Camus dit que les Méditerranéens, enfin que les gens qui observent sont une race indifférente à l'esprit. Et moi, ça m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit, quand même. Et j'avais envie, en fait, de rendre aussi un hommage finalement à Kateb Yassine qui dit que dans Camus, on ne voit pas les Algériens. Et donc, dans mon texte, entre guillemets, je raconte aussi... je donne la parole à des Méditerranéens que moi j'ai connus. Je ne prétends pas que c'est tous les Méditerranéens, mais que moi j'ai pas lu dans les textes de Camus, alors que j'ai adoré cet auteur. C'est d'ailleurs la critique principale de l'étranger, où l'Algérien a le mauvais rôle, et effectivement, et on voit surtout les Français qui étaient les colonisateurs en Algérie. Alors justement, on va parler, vos vacances d'été, c'était le Rif, voilà, prenez le micro, Fatiha Saïdi. C'était majoritairement le Rif de vos aïeux. Et c'est un petit peu aussi ce que vous racontez, c'est-à-dire un livre qui, d'une certaine manière, rend hommage. Alors, vous avez une histoire très particulière aussi, puisque vous êtes une enfant de l'émigration ou de l'immigration. En fait, c'est un parcours migratoire qui est assez spécifique d'ailleurs à une partie de la population rifaine. Vous êtes né à Oran, en Algérie. Et vous êtes originaire du Rif, mais vous avez vécu en Belgique. Alors qu'est-ce que raconte justement de ce Rif que vous redécouvrez d'une certaine manière? Probablement vous êtes documenté, vous avez interpellé des gens dans le Rif pour essayer de mieux comprendre cette histoire particulière que nous raconte votre ouvrage par rapport à ce Rif de vos aïeux.
Merci d'abord pour votre invitation, Mohamed. Et effectivement, en entendant Nadia et en entendant Hassan, je me rends compte que mon parcours d'autrice est aussi un parcours, est aussi mon propre parcours, est aussi une explication de cette migration et de ces immigrations. Et j'étais en train de réfléchir en me disant, mais mon premier ouvrage, Les fourmis prédatrices, traitait des Marocains expulsés d'Algérie. Oui. Il a été suivi ensuite par un livre qui est une autofiction qui traite des mariages forcés, mais dont la première partie est très très fortement attachée aussi au contexte migratoire, en essayant de comprendre, de démonter ces mécanismes où l'on arrive à ce que disait Nadia tout à l'heure, de parents qui veulent absolument avoir la main mise sur cette culture, de la transmettre. Parce qu'attention, nous étions dans une immigration avec un mythe de retour. Tout à fait. Les immigrés n'étaient pas là pour rester, les immigrés étaient là pour travailler, pour ramasser le pactole et revenir dans le pays d'origine. Ce qui explique aussi ce que disait Hassan. Ne pas prendre l'avion n'était pas lié uniquement à des conditions économiques, c'était aussi de pouvoir ramener un maximum de choses vers le Maroc, de pouvoir faire le tour de toute la famille et de pouvoir faire les généreux donateurs, parce qu'il y avait aussi toute cette solidarité que l'on ne peut pas oublier, que l'on ne peut pas mettre sous le tapis. Cette première génération se sentait responsable. Absolument. À la fois de la famille en Belgique, mais aussi de la famille restée au pays, au village ou dans la ville d'origine. Tout à fait. Et dans chaque famille de l'immigration, il y avait plusieurs familles restées au pays qui gravitaient et qui dépendaient de cette famille marocaine implantée à l'étranger. Et mon troisième livre est celui où j'ai voulu comprendre mes aïeuls. À un moment donné de ma vie, je me suis dit, ben voilà, moi je ne connais pas ces femmes. Je suis une femme, je suis féministe, je suis issue de l'immigration, je n'ai jamais vécu dans le contexte du RIF. Comment ces femmes vivaient-elles? Et j'ai voulu vraiment aller vers des personnes beaucoup plus âgées que moi pour croiser nos regards et pour me permettre aussi de comprendre, à l'époque, des choses toutes banales de la vie quotidienne. Comment une femme accouchait, elle n'accouchait pas à l'hôpital. Comment est-ce qu'elles accouchaient, qui était autour d'elles quand elles accouchaient. C'était vraiment des choses de la vie quotidienne. Et ça m'a permis de sortir vraiment de cette image figée que j'avais des femmes rifaines, dans lesquelles moi je pensais plutôt que c'était des femmes soumises, qui faisaient des enfants, qui restaient à la maison. Et je me suis rendu compte en interviewant 16 femmes, il n'y a que 9 portraits qui figurent dans cet ouvrage, mais de ces 16 femmes, j'ai eu vraiment un regard extraordinaire et un regard totalement décalé sur mes propres stéréotypes que je nourrissais à l'égard de ces femmes. J'ai découvert des femmes entrepreneurs, au sens vraiment premier du terme, dans le sens où économiquement elles portaient la famille, des femmes extrêmement créatives dans la pauvreté extrême, lors des années 40 qu'elles appelaient l'année de la terre rouge ou l'année de Hamjour en rifin, la famine. Et où elles allaient creuser dans le sol pour trouver un tubercule extrêmement rare, le sortir, le sécher, en faire de la farine. Vous voyez, tout ça procède vraiment des choses extraordinaires desquelles moi je ne serais pas capable aujourd'hui si un jour je me retrouve dans l'extrême dénuement. Et je me suis dit, il y a vraiment des choses à valoriser, et ces femmes qui sont nos aïeuls, ce ne sont pas uniquement mes aïeuls, ce sont les aïeuls de tout le Maroc. Oui. Je dois absolument les réhabiliter parce qu'on ne les a jamais entendus. On les a toujours passés sous silence. C'est toujours les hommes que l'on a mis en avant quand on parle du RIF, entre autres par la question de la guerre du RIF, dans laquelle elles ont participé, mais où l'histoire les a invisibilisés. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très très important pour moi de les remettre sur le devant de la scène. Et puis mon quatrième livre, c'est Dans la peau d'une femme mendiante, qui est lui en détachement total par rapport à l'immigration. Il traite de l'extrême pauvreté, donc on pourrait dire oui, ça participe aussi des conditions sociales de l'immigration où l'on avait aussi un dénuement, etc., etc. Mais j'ai voulu me mettre dans la peau d'une femme mendiante, et donc ça n'a rien à voir avec les réalités de l'immigration, mais ça participe aussi de la femme que je suis, les valeurs que je porte, les combats que je mène, entre autres sur la justice sociale.
Et je pense, voilà, ça c'est aussi le produit aujourd'hui de nos immigrations, entre guillemets, des immigrations plurielles, des immigrations, comme le disait Driss, avec des individualités. Et aussi, moi, quand j'écris, et je ne me considère pas comme une porte-parole. J'écris en termes de jeu et je m'autorise à parler en termes de jeu et à dire, voilà, ça c'est mon regard, c'est un regard subjectif, mais c'est un regard qui participe, une petite histoire qui participe à la grande histoire. D'ailleurs, sur Femmes mendiantes, en fait, vous faites ce travail-là de je me mets à la place, une sorte de jeu de rôle qui montre justement que vous essayez de vivre à la place, d'écouter l'autre et de vivre ce qu'il vit pour mieux le comprendre. Et justement, dans votre livre « Écho de la mémoire sur les montagnes du Rif », on voit sur la couverture une femme du monde rural, donc, avec ce four à pain traditionnel que beaucoup de Marocains connaissent parfaitement, en forme un peu d'igloo. Et alors, ce qu'on oublie très souvent, ou peut-être c'est justement un des préjugés, c'est qu'on pense que la femme marocaine, et notamment du Rif, notamment dans le monde rural, c'est une femme qui est juste soumise, qui ne travaille pas, etc. Alors que son rôle, il est extrêmement important dans la cellule, au sein de la cellule familiale. D'ailleurs qu'effectivement, l'homme, notamment dans l'histoire du Rif, l'homme est le combattant, l'homme a chassé le colonisateur, même s'il y avait des femmes qui ont participé, mais les femmes aussi travaillent dans cette région austère du Rif, où parfois il y a des problèmes d'approvisionnement en eau, une agriculture qui est assez chiche, parce que ce ne sont pas des grandes terres, des grandes exploitations agricoles. Eh bien la femme a un rôle dans cette production agricole, pas seulement dans la partie cuisine et comment faire vivre la famille, mais aussi dans les récoltes, dans le bois, dans le bétail, etc. Et on oublie très souvent et on pense que la femme ne travaille pas. Et femme au foyer, notamment dans cette vision un peu caricaturale du monde rural marocain et notamment du Rif, femme au foyer signifie que c'est une femme qui n'a aucune capacité, aucune compétence, alors que c'est tout le contraire. Oui, absolument, mais ça relève aujourd'hui aussi du grand débat autour de toutes les tâches qui sont dévolues aux femmes, et entre autres ces tâches ménagères. Une femme au foyer, c'est une femme qui ne travaille pas. Oui. Pourquoi? Parce que simplement, on trouve que c'est tout à fait normal qu'une femme à la maison, elle élève les enfants, elle fait la cuisine, elle fait toutes les corvées ménagères. Ce qui est déjà un grand travail. Et ce n'est pas valorisé au niveau commercial, ça n'a aucune valeur marchande parce que les femmes ne sont pas payées pour faire ce ce travail. Elles n'ont pas de salaire pour faire ce travail. Et ça relève d'une grande injustice, évidemment. Et aujourd'hui, beaucoup de féministes que l'on appelle les féministes matérialistes le dénoncent parce que ce travail, il est extrêmement important. C'est lui qui permet, par exemple, à l'homme, pour rester dans la caricature, c'est lui qui permet à l'homme d'avoir une carrière, d'aller faire le chasseur à l'extérieur. Et pour revenir aux femmes du Rif, je me suis retrouvée aussi dans ces stéréotypes, comme on l'a déjà dit, dans ces préjugés, parce qu'à un moment donné, les femmes dans le Rif, pas toutes, mais une grande partie d'entre elles, se sont retrouvées confrontées à l'immigration. Toutes les femmes que j'ai interviewées, c'était un choix assumé et voulu, n'ont pas quitté le Rif, n'ont pas quitté leur région, sauf dans des migrations internes. Oui. Parfois pour aller à Tétouan, à Tanger, mais elles n'ont jamais quitté le pays. Et donc ces femmes se sont fait rattrapées par l'immigration et sont devenues vraiment les hommes, vraiment pour rester aussi dans la caricature et dans l'essentialisme, elles sont devenues les hommes de la maison, à savoir qu'elles devaient assumer économiquement et assumer le rôle et de l'homme et de la femme. Et donc elles ont dû, comme je le disais déjà tout à l'heure, faire œuvre de beaucoup de créativité, d'ingéniosité, avec très très peu de moyens, vous l'avez rappelé. Et je trouvais que c'était vraiment une immense injustice au niveau de l'histoire des femmes, de passer sous silence tout ce que ces femmes avaient rendu possible, tout ce que ces femmes avaient mis autour d'elles. Elles ont participé culturellement aussi, et ça on l'oublie très très souvent. Dans la culture rifaine, les femmes sont vraiment des créatrices, ce sont des poètes, elles chantent dans les fêtes, elles chantent des izren.
Aujourd'hui, ça a été un petit peu rattrapé par le chouma, on ne peut pas, il y a la religion aussi qui interfère, mais ces femmes chantaient sans aucun tabou. Des choses de la vie quotidienne. Elles chantaient l'amour, elles chantaient les relations entre hommes et femmes, elles chantaient le divorce. Ce sont des femmes aussi qui étaient, qui faisaient preuve d'agentivité sur leur propre vie, à savoir à un moment donné, elles en avaient marre de vivre avec un mari qu'elles considéraient comme un homme fainéant et elles devaient se taper tout le boulot et à l'intérieur et à l'extérieur. Elles se posaient la question de savoir à quoi il me sert, pas à grand-chose, je décide de divorcer. Et elles prenaient cette responsabilité-là. On est dans les années 60. On est encore dans la Moudawana, on est encore... donc vous voyez, il a fallu 2004 pour que le code de la famille arrive et permette aussi aux femmes de divorcer. Elles le faisaient avant. Elles décidaient, parfois elles ne divorçaient pas administrativement, mais l'homme était gentiment prié d'aller voir ailleurs et de quitter le domicile conjugal. Et donc c'est vraiment des choses très très importantes. Et j'ai voulu être sincère dans le propos, donc tous ces entretiens ont été enregistrés. Henri Fin, ça c'était aussi la grande qualité de l'ouvrage, c'est que j'ai pu vraiment parler dans leur langue, même si j'ai un riff un peu cabossé, mais on a réussi vraiment à trouver la communication et à discuter entre nous. Et le fait aussi que je sois une femme leur a permis de s'ouvrir avec beaucoup de confiance sur des questions très intimes qui touchent au mariage, qui touchaient parfois au mariage forcé, qui sont quand même des problématiques très délicates, à leurs accouchements, comme je l'ai dit, etc., etc. Donc voilà, j'estime avoir fait jeter un pavé dans la mare. J'espère que ce sera aussi une tache d'huile et que ça va donner envie à des chercheurs de s'approprier de cette thématique. Pour creuser cette thématique, tout à fait. Cette thématique de manière académique. Merci beaucoup Fatiha Saïdi. Alors vous entendez, hein, il y a du bruit, il y a de la vie, il y a des enfants, je vois des enfants et c'est un vrai plaisir, même si c'est bruyant, mais c'est un vrai plaisir de voir les enfants s'intéresser à la lecture. Nous sommes donc au Salon du Livre en direct depuis le stand du CCME à Rabat et j'ai avec moi 3 autrices qui viennent d'Europe, hein, toutes les 3, et qui montrent justement la richesse de la littérature de ces Marocaines issues de l'immigration ou vivant en immigration. Je vais revenir à Nadia Boras puisque son ouvrage parle de l'histoire d'une école, l'histoire d'une enfance. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire hein, de l'immigration marocaine, de l'émigration marocaine. Comment a évolué les Pays-Bas sont un pays un peu particulier, qu'on connaît très mal depuis le Maroc. On entend souvent, on connaît assez bien la France, la Belgique, l'Espagne, qui est une immigration récente, et l'Italie. Ce sont des immigrations récentes, mais les Pays-Bas, on connaît très peu. Et pourtant, il y a une vie communautaire très riche. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, tout ce qui est Tengeft. C'est très développé aux Pays-Bas, beaucoup plus qu'en France. Donc il y a une vie communautaire très riche, une vie culturelle. J'ai vu récemment aussi des réalisateurs de films, de séries. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, mais aussi une intégration dans la vie politique qui a devancé, par exemple, des pays très anciennes, où il y a une ancienne immigration marocaine, comme la France. Il y a le maire de Rotterdam, je crois, le maire de Rotterdam qui est d'origine marocaine. Il y a des élus, il y a des joueurs de foot qui ont été sélectionnés parmi les Orangers, l'équipe nationale des Pays-Bas. C'est vrai qu'il y a une particularité en fait de cette émigration aux Pays-Bas. Comment a évolué cette émigration, cette enfance qui a, pour certains, ont eu la chance d'être dans cette école. Comment se fait-il que cette intégration est différente d'autres pays comme la France ou l'Espagne? C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, à la fois, il y a une vraie intégration dans la vie politique, économique et culturelle, mais en même temps, il y a des crispations. Il y a des moments où il y a des tensions. On l'a vu il y a quelques années, puis il y a quelques mois aussi, il y a des tensions avec des quartiers populaires où vivent beaucoup de Marocains, pas seulement, mais où vivent beaucoup de Marocains. Voilà. Comment a évolué cette immigration marocaine aux Pays-Bas?
C'est une question très importante et la réponse est un peu dure peut-être. Vous avez raison, la communauté marocaine aux Pays-Bas est très très riche, très diverse, la plupart est d'origine rifin et la participation politique, par exemple, est excellente, très significante. Dans tous les secteurs dans la société néerlandaise, il y a de Marocains qui sont très, très actifs. En même temps, je pense que comme groupe d'immigration, le Marocain aux Pays-Bas sont très intégrés dans la société néerlandaise. Toutes les communautés marocaines dans le monde disent que son intégration est excellente et parfaite. Donc, ce n'est pas vraiment une question de la vérité ou pas, mais je pense que le Marocain aux Pays-Bas, ils sont كيفاش نقول لك بلا نكمل بالدارجه هادشي علاش حنا المغاربه ديال هولندا ما عندناش واحد كاين لي ريلاسيون مع المغرب ايفيدامون كيجيو المغرب عندهم لا فامي في المغرب كيجيو المغرب في نفس الوقت ما عندهمش هما شويه انفيزيبل حيتاش اللغه ديالنا الهولنديه ما كتقالش في المغرب ما كتفهمش في المغرب دونك خصنا حنا نلقاو لغات اخرين باش نتفاهموا مع المغاربه ماشي كاع المغاربه في المغرب مي ميم المغاربه في لا بلجيك شويه حيتاش عندنا واحد لا لونغ كومون هي الهولنديه نيدرلاندز ولكن مع الفرنساويين ان بو ديفيسيل دونك انا كنظن الجاليه المغربيه في هولندا عندها واحد دور كتلعب واحد الدور مهم بزاف في المجتمع الهولندي كما قلتي كاينين المشاكل ولكن في نفس الوقت كنظن الجاليه المغربيه في هولندا عندها واحد دور مهم في المجتمع دونك واخا في الديسكور بوبليك ولا بوليتيك كاين واحد الضغط على المغاربه ولكن المغاربه شادين سون تري باسيونيل وفي نفس الوقت عندهم هاد دوبل ايدنتيتي دوبل لويالتي وكتخليهم يكون عندهم واحد البلاصه في المجتمع الهولندي وفي نفس الوقت عندهم اهمه في المغرب جوستومون اخر سؤال على العلاقه مع المغرب ce lien avec le Maroc il est compliqué aussi d'une certaine manière. La majorité sont originaires du Rif. Exactement. Ils sont à la fois très bien intégrés mais très affirmés politiquement aux Pays-Bas. Et en même temps, sur le Maroc, bien, ils reviennent très régulièrement. On voit les plaques d'immatriculation dans la région du Rif. Bien sûr. Moi, je suis de Tsaounet, je les vois aussi à Tsaounet, etc. On voit les plaques NL, mais c'est une relation compliquée. Alors, il y a la langue, mais pas que la langue. Quel est ce lien qui est maintenu entre cette communauté et leur pays d'origine? Et est-ce que ce lien est préservé justement par cette capacité à transmettre l'identité et la culture? Est-ce que vous réussissez aux Pays-Bas, les familles marocaines réussissent aux Pays-Bas à transmettre plus efficacement, à la fois bien s'intégrer, mais cette intégration ne veut pas dire une assimilation ou un tabula rasa de l'identité d'origine. Comment vous réussissez ce dilemme, ce challenge de l'identité? ما كنظنش كاين واحد شالنج كبير حيتاش العلاقه اللي كاينه مع المغرب في نفس الوقت عندهم العلاقه مع هولندا سي نورمال دابا تنشوفوا الجاليه المغربيه في هولندا اكثر من 400 الف واحد والجيل الثاني اكثر من الجيل الاول سي نورمال دونك
كاينه بالنسبه هاد العلاقه ديال السياسه كما قلتي اكثريه الجاليه من منطقه الريف عندهم حركه الامازيغيه مهمه عندها التاريخ قديم في هولندا ومام في بلجيكا دونك كاين واحد ريغار تري كريتيك سور لا بوليتيك ماروكان في نفس الوقت كاين العلاقات فاميليال سوسيال ريليجيوز كيجيو المغرب كوميك فوالا اكزاكتومون كما قلتي دابا تنشوفوا في لا كولتور بوبولير كاين لو سيريز كاين الافلام واكثريه كنشوفوا الرياليزاتور عندهم عندهم امازيغيين بحال نجيب امهالي هو ديجا معروف بزاف في هولندا دونك كاين واحد how do you say that كاين واحد a passion to create باغيين يخدموا في المنطقه وفي نفس الوقت ما بقاوش تيقولوا السياسه الهولنديه صعيبه شويه على المغاربه هما تيقولوا unapologetically حنا ماشي غير المغاربه حنا هولنديين في نفس الوقت وبغينا نبينوا بان الثقافه ديالنا المغربيه مهمه وهي ليدونتيتي ماروكان نيرلانديز سي ايفيدومون وبغاو يشوروا بها ويبينوا بها وزعما ما كاينش واحد الحشومه كما قالت فاتحه هذه الحشومه ما بقاش الجيل الاول كان عنده الحشومه كي assimilée voilà économique au sein des Pays-Bas et notamment au niveau de la communauté marocaine étrangère effectivement ça se voit ça s'entend et on est content puisque ça permet justement d'avoir des femmes et des hommes politiques des footballeurs cet esprit créatif dont vous parliez avec dans le domaine du cinéma et dans le domaine de la littérature justement avec votre ouvrage c'est très intéressant de pouvoir en discuter. Alors, une question aussi à Hajar. Concernant votre ouvrage, il y a peut-être un point commun encore une fois avec Fatiha Saadi, Hajar Hazel. Dans votre ouvrage, dans cette forme de Madeleine de Proust, puisque c'est les vacances donc de l'enfance, donc évidemment il y a ce côté vraiment nostalgique de ces vacances, de ce vécu, de cette lumière qu'on vit et de ces joies, des retrouvailles, des joies de petits riens faits par il suffit d'aller nager dans une rivière et c'est une joie formidable, ou bien la plage, ou bien une balade en montagne, ou bien conduire le troupeau, etc. Des joies très, très simples. Il y a aussi des éléments un peu durs dans votre roman, c'est-à-dire un vécu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir cette prise de conscience où on ouvre les yeux. Vous avez voulu aborder notamment la question de l'héritage, de l'adoption ou de la kafala, comme on peut dire au Maroc, parce qu'il n'y a pas d'adoption, et puis de la place des femmes, de la situation des femmes et des injustices qui touchent le genre féminin. C'était des thématiques chères à votre cœur ? Oui, complètement. Je voudrais juste réagir aux deux interventions. Je trouve que ce qui est hyper intéressant sur la littérature justement des Marocains du monde, c'est que étant issus eux-mêmes de villages, parfois de zones enclavées, justement loin des grandes villes, ils racontent aussi quelque chose sur des sujets importants, politiques. Le Rif, par exemple, je pense qu'on n'entend pas assez parler, et il faudrait encore plus en parler. Et ça va au-delà d'un tropisme. Moi, j'ai grandi à Rabat, d'un tropisme Rabaté-Kazaoui. Donc je trouve que c'est ça qui est très intéressant aussi dans les littératures des Marocains du monde. Et pour revenir à la question, donc effectivement, chez moi, c'est une figue de Proust, en fait, parce que c'était vraiment le figuier. Ouais, parce que vous parlez du figuier. Je parle beaucoup du figuier, et je pense que tous les gens qui ont connu le ramassage des figuiers qu'on monte sur... La figue m'est très chère, puisque vous savez que la capitale de la figue, enfin le moussem de la figue, c'est Bouhouda, et c'est ma région natale, près de Tsaounat. Voilà. Eh ben, j'ai pas fait exprès, mais tant mieux. Et oui, effectivement, donc cette nostalgie-là, elle est aussi... je voulais qu'elle soit pas complaisante vis-à-vis de réalités aussi, dont parlait justement Fatiha, qui sont très importantes vis-à-vis des femmes, de leur place, de leur pouvoir. Dans ce roman, il y a effectivement des femmes très fortes. Moi, j'ai grandi avec des femmes. Ma grand-mère était analphabète, j'ai des tantes analphabètes, mais qui m'ont énormément transmis plus que parfois dans tous les livres que j'ai pu lire. Et donc, il y a vraiment ces personnages qui sont extrêmement forts et qui jouent un rôle, justement, effectivement non valorisé financièrement, et qui en même temps est le socle et le ciment. D'ailleurs, quand la grand-mère part dans mon livre, eh bien tout
tout s'écroule, puisque ce lien entre les gens, ces rondes, moi j'utilise le terme ronde, vraiment on se prend par la main et on est ensemble, au-delà des différends, il disparaît. Et donc effectivement, ça me permet aussi de montrer cette force et en même temps de montrer à quel point elle peut être un enfermement. Puisque un personnage central dans mon roman, c'est Nina. C'est une femme en fait qui ressemble à toutes les femmes qu'on a pu connaître dans les rondes familiales qui sont là. On ne sait plus exactement si elles sont de la famille ou pas, si c'est une grande tante, si elle est veuve, mais elle est là et c'est elle qui s'occupe et c'est elle qui prend la place souvent de la matriarche à son décès. Et c'est une femme en fait qui est en réalité qui rentre dans le statut des enfants fantômes de l'UNESCO, de l'ONU, et qui est en fait un statut qui tout simplement que c'est des personnes qui n'ont pas été déclarées. Et en fait, c'est ce qui fait que même en ayant été adoptée informellement, c'est-à-dire il n'y avait même pas de papier, en fait, elle va se trouver écartée de l'héritage et va être poussée à l'extérieur de cette maison. Et c'est un personnage qui prend une place vraiment de manière très crescendo. C'est-à-dire qu'au début, May, mon personnage principal, voilà, elle aime bien sa demi-tante, mais elle ne sait pas vraiment quel est son quotidien. Et en y allant hors saison, elle y va en automne, elle va découvrir la vie de cette femme, tout ce qu'elle a sacrifié, tout ce qu'elle a désiré, notamment le fait d'avoir un enfant. On lui a enlevé l'enfant qu'elle aurait voulu avoir et aussi l'héritage. Et donc ça me permet de raconter effectivement la question de l'héritage. Alors je ne l'aborde pas de manière directe, mais auquel les femmes ont moins le droit évidemment. La question des enfants fantômes. Et puis la question de comment trouver un féminisme qui ne crée pas de hiérarchie entre les modèles. C'est-à-dire, il y a certains féminismes parfois occidentaux et même dans lesquels on peut tomber nous-mêmes en tant que Marocains. Le féminisme bourgeois. Bourgeois, blanc, qui va consister à dire le travail, la libération par le travail, l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Et en fait, ça fait des sociétés éclatées où il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de famille. Et moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille extrêmement soudée et je vois mes amis en Europe qui sont, qui sont des projets, des business models pour leurs parents, quoi. Et une fois qu'il a 18 ans, c'est fini, on arrête de financer. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose, j'aimerais bien trouver une synthèse entre ces modèles-là et c'est ce que raconte ce roman. L'envers de l'été, le roman de Hajar Hazel. Dernière question pour Fatiha Saidi. Justement, ce qui est intéressant dans votre regard, c'est que la vie de ces femmes du Rif, de vos aïeuls, finalement, même ici au Maroc, on ne les connaît pas. Et par le biais de votre ouvrage, par le biais de cet ouvrage, Écho de la mémoire sur les montagnes du Rif, eh bien, en fait, une enfant de l'immigration nous fait découvrir une réalité de ces femmes qui parfois sont invisibilisées, très souvent peut-être analphabètes. Et pourtant, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui ont porté sur leurs épaules toute une génération de Marocaines et de Marocains et qui ont eu un rôle extrêmement important dans la vie, dans la société rifaine. Pour vous, c'était important, même si vous êtes très loin du Rif d'une certaine manière, c'était important de raconter leurs histoires avant qu'elles ne disparaissent ou avant qu'elles ne tombent dans l'oubli, alors même qu'elles ont été invisibilisées avant. Oui, absolument. Ça participait vraiment de l'objectif premier de cet ouvrage. C'est de faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces femmes existent, qu'on les sorte de l'invisibilité, c'est qu'on les réhabilite. Pas dans l'histoire, parce que très modestement, ce n'est pas avec mon livre qu'elles vont être réhabilitées dans l'histoire, mais en tout cas que ça participe, et je rejoins très très fort Hanan sur... Non, c'est pas Hanan, je dis chaque fois, Hajar, sur ce qu'elle disait, c'est de participer vraiment à décloisonner tous les regards et à sortir aussi dans ces schémas dans lesquels nous sommes nous-mêmes coincés. Je pense que toutes les trois que nous sommes ici autour de la table, nous sommes devenues des femmes aussi occidentales, devant se battre parfois contre nos préjugés blancs, entre guillemets, et essayer de revenir à ce qu'on appelle aujourd'hui une analyse plus intersectionnelle. Et ce qui la rend peut-être bien plus facile et bien plus aisée, ce sont justement nos origines. Et c'est d'avoir cette passerelle qui nous permet, qui est plus facile d'accès, qui est notre pays d'origine et qui nous permet de dire, tiens, comment ça se passait, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de déconstruire, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de critiquer aussi, parce qu'on n'est pas d'accord avec tout, sur la condition féminine, sur comment les femmes vivent. On a aussi envie de n'être pas là en admiration béate, mais aussi de venir avec notre regard, sans venir avec la position du missionnaire qui vient expliquer comment ça se passe, mais de venir dans un cadre d'échange et dans un cadre critique, parce que nous sommes aussi concernés, évidemment, aussi en tant que femmes d'origine marocaine,
Nous sommes concernés par le code de la famille. Oui, vous êtes actrice de ces changements. Voilà, et je pense que c'est intéressant aussi aujourd'hui, lorsque nous prenons la plume, en tout cas moi, je pense que je suis l'aînée de ces deux jeunes filles qui sont autour de la table. Ce que je trouve très très important, ayant vécu dans l'immigration depuis mon plus jeune âge, moi je me suis rendu compte qu'avec la politique d'abord, puisque j'étais 20 ans dans le monde politique, oui, avec la politique, mais surtout avec l'écriture, je suis sortie du rôle de sujet et je suis devenue une auteure et une autrice en écrivant. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment extrêmement particulier, mais extrêmement enrichissant aussi. Et on reste toujours dans le partage, comme le démontre la table ronde que vous animez aujourd'hui. Oui, une table ronde dans laquelle j'ai beaucoup appris, très riche. J'étais très heureux de vous accueillir, mesdames, avec Delis Yazemi qui a dû partir avant puisqu'il avait un engagement. Delis Yazemi, président du CCME. Et on voit justement cette transformation de la littérature en immigration ou en émigration, c'est-à-dire des Marocaines ou des Européens d'origine marocaine qui finalement écrivent sur un lien, écrivent sur une histoire, écrivent sur un héritage. Et c'était intéressant de voir justement ce regard décentré, ce regard de femme, autrice, dont on a besoin aussi pour enrichir aussi notre conscience de ce qui nous interpelle dans la société marocaine et qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, l'occasion de lire. Eh bien, on le lit de manière différente avec vos livres. Alors, merci beaucoup Nadia Bourras, autrice de Une école à part, histoire d'une école arabe à Amsterdam et de nombreux autres ouvrages en tant qu'historienne à l'université. Merci beaucoup Nadia Bourras. Merci Hajar Azel, diplômée en philosophie et en commerce et donc autrice du roman L'envers de l'été aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Vous vivez à Paris, en France. Et merci à Fatiha Saidi. Vous vivez à Bruxelles et vous êtes autrice de ce travail de témoignage de femmes du Rif, écho de la mémoire sur les montagnes du Rif. Donc on a beaucoup voyagé des Pays-Bas à la Belgique, à la France, au Maroc, de Tanger au Rif et ailleurs. Merci beaucoup pour cette émission spéciale Faites entrer l'invité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vivre avec vous.